Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Le foie gras, on en entend beaucoup parler en ce moment, soit il est mis à mal par de plus en plus d'associations, il faut le dire, animalistes, protectrices des animaux, etc. Soit c'est parce que vous êtes en train de le préparer pour vos fêtes de Noël. Dans tous les cas, il est bon de savoir la vérité sur le foie gras, sur ses traditions, sur sa préparation. Et pour ça, nous organisons cette table ronde avec un éleveur de canards. Bonjour Florian Boucherie. Oui, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes éleveur de canards, producteur de foie gras à la ferme de la Garrigue Haute, près de Sarlat, dans le Périgord noir. Évidemment, là, vous êtes dans le pays spécialiste du foie gras. Vous allez peut-être nous parler un petit peu du Périgord noir après, parce qu'évidemment, il y a toute une histoire, tout un patrimoine culinaire autour de vous. Et puis, nous sommes également avec Adrien Adam. Bonjour Adrien Adam. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes créateur de la chaîne YouTube Pas Vegan. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Exactement, on ne peut pas faire plus clair. Oui, 157 000 abonnés YouTube tout de même pour parler de la liberté de manger et de vivre en bonne santé. Je pense qu'il pourra ravir nos auditeurs. Alors tout d'abord, pour parler du foie gras, je voudrais d'abord revenir sur la tradition, sur l'histoire du foie gras et peut-être commencer par Florian Boucherie, si vous connaissez un peu l'histoire du foie gras et vous, comment vous êtes arrivé au foie gras ? Écoutez, dans mon cas personnel, moi je suis fils d'agriculteur, je suis la 7e génération sur la même exploitation. Mes grands-parents ont commencé à initier l'élevage et le gavage des oies et des canards, parce qu'on fait également des oies sur la ferme, dans les années 70-75, où c'était plutôt à l'époque pour faire un peu de troc sur le marché local de Sarlat. Mes parents, eux, ont initié vraiment la démarche commerciale, je dirais, du foie gras avec les marchés au gras sur Brive notamment et sur Sarlat. Et c'est dans les années 84-5 que mes parents ont arrêté le lait et le tabac, qui étaient les deux productions majeures du Périgord noir à l'époque. Le tabac également ? Oui, tout à fait, tout à fait. Le Périgord était une grosse terre tabacole. On avait une très grosse usine de traitement de tabac sur Sarlat qui employait plus de 600 personnes, je crois. Donc mes parents ont pris ce virage en 85-86 et pour aller au jour d'aujourd'hui jusqu'au bout du bout, j'allais dire de l'étable à la table, avec une ferme auberge et des chambres d'hôtes. Et après, si on prend le sens plus large, j'étais ce week-end sur Courbevoie sur un marché de Noël et on a eu la chance avec mon épouse de pouvoir nous rendre lundi sur le musée du Louvre. Il y a qu'à aller voir la galerie égyptienne du Louvre. L'histoire du foie gras est liée, c'est clair. Je sais pas lire les hiéroglyphes, mais c'est très bien expliqué. Vous savez lire les représentations, oui. Tout à fait, voilà. On n'a rien inventé, on a dupliqué ce que faisaient les Égyptiens, ce qu'ils avaient déjà remarqué. Les animaux s'engraissent naturellement avant la migration d'un côté de l'autre des deux pôles, donc 2 fois par an. C'est des phénomènes qui sont totalement réversibles et tous ceux qui disent le contraire sont nos chers détracteurs préférés qui veulent l'abolition de toute l'alimentation à base d'animaux pour nous faire devenir des végétariens à l'échelle mondiale, ce qui est une hérésie et une stupidité complète. Je veux absolument pas, on verra ce qu'en dit monsieur Adam, mais... Je pense qu'il va être d'accord avec vous, étant donné le titre de sa chaîne YouTube. Tout à fait, on se connaît pas, mais on a déjà échangé par personne interposée chez un confrère du Gers, Pierre Pérez. Oui. Mais sans faire de prosélytisme, moi je reste très, très en colère un peu avec ces gens-là quand on voit que chacun fait ce qu'il veut, pardon. Il y a au jour d'aujourd'hui une grande bronca sur tout ce qui dit faites ce que je dis et dites pas ce que je fais. Mais moi j'aime la corrida, c'est pas culturel dans ma région, en Périgord il n'y a pas de corrida. Mais j'empêche personne de ne pas aller les voir et j'empêche personne d'aller les voir. C'est pareil pour le foie gras, c'est pareil pour le lait. Oui. Et ça me fait beaucoup rigoler quand j'entends les végans dire « je mange un steak de soja ». Pardon, mais ne m'appelez pas ça un steak de soja. Un steak, c'est de la viande. Parlez d'une galette, parlez pas d'autre chose. Oui, un écrasé. Oui, voilà, tout à fait. Oui.
Alors, pour vous répondre, et de toute façon, Adrien Adam, je pense, a beaucoup à dire aussi sur ce sujet, mais on peut tout de suite apporter un petit peu de nuance dans vos propos, c'est-à-dire, vous dites, ils choisissent pour nous, en gros, ce qu'on doit faire dans notre vie. Certes, mais peut-être aussi qu'on peut tous réfléchir au bien-être animal. Je pose le sujet là parce que justement, je pense qu'on peut faire de l'élevage en respectant ce bien-être animal. Et c'est aussi le sujet de cette table ronde, évidemment. Mais Adrien Adam, oui, on va discuter. Mais Adrien Adam, peut-être au sujet. Alors, qu'est-ce que vous voudriez qu'on à propos d'abord. Pour répondre à ce que disait Florian Boucherie concernant toutes ces associations aujourd'hui qui empêchent les gens de vivre normalement, de mener leur vie. Le foie gras, c'est un peu un emblème de leur cause, de la cause animaliste, parce qu'il choque par le procédé d'élevage qui contient donc une phase de gavage. Et, c'est le gavage qui choque. Je pense, effectivement, parce que beaucoup de gens réagissent par émotion, par les images qu'ils peuvent voir et ne comprennent pas ce qu'il peut y avoir derrière des images. C'est vrai que l'image de l'entonnoir peut avoir une image un peu choquante quand on n'est pas habitué, quand on n'est pas justement informé. Exactement, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas que un palmipède, un canard, une oie, c'est pas un humain. Donc quand on lui met une embuque dans la trachée, par le bec, elle ne souffre pas comme un humain souffrirait en fait. Donc les gens ont tendance à trop se rapporter à leur propre expérience pour ensuite tirer des conclusions sur la souffrance animale. Oui. Voilà. En fait, on reporte notre propre image sur l'animal. Exactement. C'est de l'anthropomorphisme. Exactement. Et le fait de dire qu'on forcerait l'animal à être gavé, en fait, on peut dire qu'on le force à tout. Alors, on le force à naître, on le force à l'élever. Ensuite. Donc, dans ce cas-là, avec ce raisonnement, on interdit non seulement le foie gras, mais on interdit aussi toute forme d'élevage. Oui, les chatons chez soi, le chien de compagnie. Mais certains disent d'ailleurs, disent que ces animalistes-là vont arriver jusque-là. C'est-à-dire que bientôt, on n'aura plus le droit de monter à cheval, plus le droit d'avoir, d'ailleurs ça commence à arriver, d'avoir des chiens d'aveugles, puisqu'ils travaillent. Oui. Alors, c'est assez amusant car l'un des fondateurs de la philosophie antispéciste, Peter Singer, qui lui-même apparemment n'est pas végétarien, donc il fait la promotion d'un régime alimentaire, d'une idéologie sur laquelle il ne va pas jusqu'au bout. Il dit que les militants doivent utiliser la stratégie du tube de dentifrice, qui signifie qu'en fait, ils doivent aller au bout de tout en permanence. C'est-à-dire que leur but, c'est d'attaquer sur tous les sujets et en permanence, et qu'ils occupent en permanence le terrain. Et le but final... Oui, voilà, c'est ça. C'est parce qu'à la fin, au moins, on en parle. Mais le but derrière, c'est d'avoir des discussions sur ces sujets et justement de réinformer les gens, de leur expliquer que tout n'est pas blanc ou noir, qu'il y a sûrement parmi les animalistes des gens qui veulent bien faire, qui pensent bien faire, mais il faut aussi que nous, on leur apporte nos arguments et qu'ils comprennent pourquoi nous ne les rejoignons pas sur tous les points. Ce qui est intéressant également dans la lutte des animalistes, et puis après on va revenir sur le foie gras, c'est quand même le sujet festif en plus du jour, mais dans la lutte des animalistes, c'est que finalement, à vouloir défendre une cause, la cause animale, en fait, on a l'impression qu'ils se trompent de combat. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher ce qui se passe vraiment dans les très grosses industries productivistes, ils s'en prennent souvent à l'artisanat, on va dire, à la production artisanale, à la production familiale. Et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui que toutes les normes qui tombent souvent de l'Europe, les normes d'hygiène, etc., elles pénalisent les productions, les élevages extensifs qu'on peut avoir en France. Le sujet du foie gras est passionnant parce que il est rempli de contradictions quand il s'agit de parler des animalistes. Effectivement, ils s'attaquent à une branche très artisanale de notre élevage et ils sont choqués par ce gavage, mais ce gavage permet de faire un mets d'exception qui permet derrière à l'éleveur de rentabiliser au maximum chaque animal pour ensuite leur offrir des conditions optimales. Parce que si on compare les élevages de canards et les élevages de poulets, les canards, en moyenne, ils ont quand même des bien meilleures conditions de vie que les poulets. Et il ne faut pas en vouloir aux éleveurs qui ne travaillent uniquement grâce aux revenus qu'ils tirent de leur activité. Évidemment, c'est quand même le principe d'un élevage. Voilà, exactement. Donc l'éleveur peut offrir des conditions exceptionnelles à ses animaux si derrière son revenu lui permet. Et pour le cas du foie gras, c'est tout à fait le cas. Florian Boucherie. Tout à l'heure, vous parliez du bien-être animal et c'est vrai qu'on n'a pas dit en préambule, mais c'est mon leitmotiv, c'est notre leitmotiv. Oui. Un animal, qu'il soit canard ou oie, s'il est
pas dans un bon élément, s'il est stressé, ça va peut-être vous faire sourire, mais par exemple chez nous, on a un fond musical dans la salle de gavage. Ah oui. Alors ça peut faire Alors sourire. Quelle musique ? Musique classique ? Pas forcément. Alors moi qui suis plutôt affiliationnado de rugby, c'est plutôt RMC parce qu'on ne sait jamais dépouiller des infos. Pardon pour Radio Courtoisie. Elles sont oui, non mais c'est une radio. Ce sont des oies locales en même temps. Elles sont au rugby. Mais c'est vrai que en fait la radio, le fait qu'il y ait un fond musical nous permet d'atténuer les bruits extérieurs. Oui. Une porte qui claque, un tracteur qui passe à côté, les oies n'ont pas peur, les animaux n'ont pas peur, elles restent calmes. Et puis, si on revient de manière très pragmatique, un oiseau à un jour coûte 7 €. Donc, vous imaginez avec 4 mois d'élevage, le coût que ça représente à notre charge au bout de 4 mois et demi d'élevage et de gavage. J'ai aucun intérêt, moi, à acheter des animaux pour les faire souffrir, pour qu'ils meurent avant que je puisse m'en servir. Un animal qui n'est pas élevé dans de bonnes conditions ne va pas exprimer au mieux son potentiel. Donc, c'est derrière des produits qui seront de mauvaise qualité, donc une contre-publicité pour nous. Vous comprenez, dans mon cas personnel, ça fait 7 générations que je représente. Je n'ai pas le droit de galvauder cela en proposant des produits qui seraient dénigrés parce qu'on ne prend pas soin des animaux. On a une activité de tourisme, donc les gens viennent chez nous, ils voient les animaux en plein air. C'est notre image de marque. Et je dis souvent, la meilleure publicité pour contrecarrer ces anti-tout, c'est de faire voir, c'est la transparence. Oui. Venez chez nous voir comment on travaille. Mais tout à fait, vous avez tout à fait raison, Florian Boucherie. Et d'ailleurs, on va dire, l'effet de ces associations, c'est souvent de planter une caméra dans un endroit qui est d'ailleurs pas forcément en effet représentatif et même très rarement représentatif des élevages dans la nuit et de donner l'impression que tout se déroule de la même façon partout. Alors qu'en fait, non, justement, la plupart du temps, si vous allez dans les élevages, si vous rencontrez Florian Boucherie chez lui, dans sa ferme de la Garrigue Haute, près de Sarlat, je pense que vous verrez que les animaux sont en plein air. Alors, qu'est-ce qu'ils s'alimentent comment ? Vous donnez des graines ou vous avez aussi d'autres... Alors nous, les 4 premières semaines, on donne un aliment complet pour une bonne formation musculaire et osseuse. Et à partir de la 5e semaine, on commence à incorporer des céréales de la ferme, donc du triticale, du maïs et un peu de fèves-rolles, pour arriver jusqu'à 9-10 semaines, uniquement des céréales de ferme. Et de votre ferme. Oui. Tout à fait, oui. On a une 40aine d'hectares et on produit toutes nos céréales et le maïs sur notre exploitation. Et ça nous permet d'être autosuffisants et de savoir de maîtriser un peu la chaîne, si vous voulez, de bout en bout. Exactement, de savoir ce que vous leur donnez et d'être en circuit court, donc de ne pas avoir non plus de perte de ce côté-là, parce qu'évidemment, le problème aussi, c'est la rentabilité pour vous, que vous soyez autosuffisant, vous sauve de beaucoup de choses. On continue de parler du foie gras avec Adrien Adam, donc de la chaîne YouTube Pas Végan, et Florian Boucherie dans quelques instants, mais d'abord, il est 8h01 et c'est l'heure de faire un point sur les informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Et oui, nous parlons du foie gras aujourd'hui avec Adrien Adam, créateur de cette chaîne YouTube Pas Vegan. 157 000 abonnés YouTube pour promouvoir la liberté de manger et de vivre en bonne santé. On va en parler d'ailleurs. On a parlé un petit peu de la liberté, on va parler de la bonne santé dans quelques instants. Et puis nous sommes avec Florian Boucherie, qui est éleveur de canards et d'oies également, c'est ce que vous nous précisiez, producteur de foie gras à la ferme de la Garrigue Haute près de Sarlat dans le magnifique Périgord noir. Alors parlons un peu de santé justement, parler de qualité. Évidemment, la santé ne va pas sans la qualité et inversement, on a commencé à en fait dessiner cette distinction entre l'industriel et l'élevage que vous proposez, vous par exemple, Florian Boucherie, avec des oies et des canards qui sont gavés en musique ou avec le rugby. D'ailleurs, ça dépend du moment. Mais ça peut les stresser quand même, le rugby. Imaginez si jamais elle soutient une équipe plutôt qu'une autre, non ? Non. On se retient. On ne crie jamais dans notre salle de gavage. Bon, alors en tout cas, pour revenir aux choses sérieuses, concernant la qualité du foie gras et s'assurer de cette qualité, qu'est-ce qui fait un foie gras de bonne qualité ? Peut-être Adrien Adam d'abord, et ensuite je me tourne vers Florian Boucherie. Alors,
Avant de rentrer vraiment sur l'aspect nutritionnel, je voulais juste préciser quelque chose. Souvent, les détracteurs du foie gras disent que la plupart des foie gras ne sont pas faits en France et que du coup, on importe des produits de mauvaise qualité, etc. Mais il y a beaucoup d'ailleurs d'articles de journalistes qui nous expliquent attention foie gras, il faut faire très très attention parce qu'en fait, c'est vrai d'ailleurs, il y a des mousses de foie gras, il y a des machins de foie gras, donc il y a un mélange des genres et on a du mal à s'y retrouver. Exactement, mais après, il ne faut pas oublier un chiffre et... Florian me dira si je me trompe, mais la France produit les 2/3 du foie gras dans le monde. Donc à un moment donné, là, on n'est pas sur un truc où il y a 5-10% de foie gras de qualité et tout le reste qui serait de mauvaise qualité. La France produit la majorité du foie gras dans le monde et elle a les normes les plus strictes. Il y a des labels il y a des labels IGP, donc il y a plein de manières en fait de garantir la qualité du foie gras, et les méthodes de propagande des animalistes reviennent très simplement à prendre un élevage à un moment donné qu'ils arrivent à trouver où les conditions des animaux sont pas top, à faire quelques images et à dire voilà à quoi ressemble l'élevage de foie gras. C'est comme si on montrait quelqu'un qui se comportait mal avec sa femme et qu'on disait tous les hommes sont comme ça. Tous les hommes sont comme ça, soyez célibataires. Ou qu'on montrait un agriculteur qui s'occupe mal de ses champs. Enfin, non, si on utilisait ces méthodes pour tout, en fait, on ne ferait plus rien, on ne s'habillerait plus, on ne mangerait plus rien. Et non, le foie gras, c'est justement, comme on disait tout à l'heure, c'est un des produits où il y a vraiment une vraie exigence. Il y a un cahier des charges qui est très important et ce qui permet d'avoir des produits de qualité. On n'en parle pas assez, mais il y a quand même, grâce à la bonne alimentation qu'on donne aux canards, il y a des oméga 3 aussi. C'est pas évidemment un aliment qu'on doit manger à tous les repas parce qu'il est riche en matières grasses, mais ça peut être du bon gras malgré tout. Voilà, c'est ça en fait. Faut pas oublier le bon gras. Voilà, c'est ça. Dans les bonnes proportions, le foie gras est tout à fait adapté à une alimentation saine. Bah oui, je suis bien d'accord avec vous. D'ailleurs, les gens du Périgord le savent bien, n'est-ce pas, Florian Boucherie? Ça, tout à fait. Non, mais de toutes les bonnes choses, il ne faut pas en abuser, mais le foie gras contient beaucoup de bon cholestérol, qui n'est pas mauvais pour la santé. Au contraire, vous parlez d'oméga, c'est exactement ça. Mais oui, effectivement, même nous qui sommes producteurs, on mange en petit déjeuner pas avec du foie gras tous les matins. Il ne faut pas rêver. Mais effectivement, ça reste pour nous aussi des mets festifs ou pour des repas particuliers. C'est pas un plat du quotidien, faut être honnête. Alors moi je connaissais, en revanche, je vais me dire si c'est vrai, je connaissais une très très bonne cuisinière dans le Périgord qui, par exemple, mettait à la place du beurre dans les pâtes, mettait un peu de foie gras. Ça permettait c'est excellent. Oui, c'est très, très bon. ça vous nous autorisez, c'est tout à fait, c'est du bon gras, C'est parfaitement parfait, ça c'est sûr. Voilà, oui. C'est excellent. Des pâtes à la carbonara avec une petite cuillère de foie gras dedans, c'est pour remplacer la matière grasse, c'est pas mal. Oui, vous remplacez la matière grasse, donc vous avez une qui est très bonne de qualité, comme on l'a dit. Donc évidemment et pleine d'oméga 3. Alors je voudrais revenir sur le cahier des charges puisque Florian Boucherie commençait à en parler. Adrien Adam commençait à parler. Florian Boucherie, vous pouvez nous dire exactement c'est vrai que le foie gras a un cahier des charges très très important, l'élevage de foie gras, l'élevage d'oies à foie gras. Mais déjà, l'appellation foie gras, c'est un animal qui a une certaine durée d'élevage, une certaine durée de gavage. Le poids minimum pour un foie d'oie, c'est de mémoire, c'est 500 grammes. Pour un foie de canard, c'est 400 grammes. En dessous de ça, vous ne pouvez pas avoir l'appellation foie gras. Donc, c'est quand même des choses qui sont très structurées, très encadrées par la DGCCRF. C'est des choses qui sont très suivies. Et au-delà de ces critères, je dirais, administratifs, si vous me permettez l'expression, il y a aussi ce que nous, professionnels, on est en capacité d'analyser avec ce qu'on veut faire comme produit. On peut avoir des foie gras qui soient dans la catégorie de poids référençable, je dirais, mais qui ne nous déplaisent au toucher, parce que c'est le foie gras, on ne peut pas le classer, il n'y a pas de machine qui peut le classer. Parce que tous les foies sont uniques et tous les foies passent entre les mains d'un opérateur, qu'on soit en filière courte ou en filière longue. Donc tout se fait à la main. Le déveinage d'un foie se fait à la main. Il n'y a aucune machine au monde qui ne peut le faire. C'est un opérateur, c'est un savoir-faire qui se transmet, je dirais, alors dans notre cas, c'est de manière très filiale, mais c'est un savoir-faire qui se transmet de manon à manon. C'est des multitudes de gestes qui sont
répétés au cours des générations et qui s'apprennent pas, je dirais, ça s'apprend pas à l'école, on le dit souvent, mais là c'est vraiment ça. Mais il y a toute une multitude de petites tâches qui font que en fait c'est à nous aussi de déterminer la qualité et à quel endroit on veut positionner le curseur sur la qualité. Votre critère de qualité en fait. Exactement. Et le vôtre, c'est quoi alors un bon foie gras pour vous? Évidemment, le dénervage, on imagine que tout le monde doit dénerver au maximum. Mais derrière, est-ce que vous le pétrissez? Est-ce qu'il faut qu'il soit un peu sec? Déjà, un foie frais, il faut qu'il soit, une fois froid, il faut qu'il soit resté souple. Il faut qu'il ait une belle couleur ocre, que ce soit en canard ou de Barbarie. Nous, on fait de canard de Barbarie, mais c'est pareil en canard mulard. En canard ou en noix, il faut qu'il reste souple, même une fois froid. Il faut qu'il ait une belle couleur ocre. Il faut qu'il puisse travailler de manière assez facile, que le déveinage se fasse, je dirais, de manière très délicate pour pas esquinter la structure du foie. Donc, il y a la texture aussi. Il faut qu'il ait une texture très souple, qu'il n'ait pas une chair granuleuse un petit peu, qui serait un synonyme d'un foie un peu trop gras. Donc voilà, il y a tout un tas de... Je pense que M. Adam, quand il a tourné chez Pierre, a dû en déveiner des... Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, allez-y, Adrien Adam. Pour vous, mais parce que là, vous parlez du foie gras en préparation, mais le foie gras cuit, quel est pour vous le critère aussi du bon foie gras Alors, en fait, ce qui est intéressant, justement, ce que j'ai pu observer dans les élevages que j'ai visités, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui va, enfin, une ou plusieurs personnes qui vont classifier les foie gras en fonction de leur taille, leur texture, etc. Et en fonction de la qualité du foie gras, ils partiront sur différents produits. On va avoir... alors, quels sont les différents produits ça va être soit des terrines, alors je ne les connais pas tous, mais voilà, ça va être en terrine de foie gras cuit. Ce qu'on appelle le foie gras extra, on va faire de l'entier, donc du foie gras entier. Oui. Le foie qui nous paraît un peu trop gras, par exemple, on va le mettre en pâté. Voilà. Et les autres, on va en faire des terrines, etc. Mais Monsieur Adam... Oui, alors attendez, juste avant de vous redonner la parole, Adrien Adam, à ce sujet sur les pâtés, les terrines, les mousses, enfin, le mousse va peut-être vous faire hurler. Mais c'est ce qu'on trouve dans les grandes surfaces. Et justement... On a l'impression que le message est aussi un petit peu brouillé à cause de ces différentes terminologies qui font que finalement une mousse, on ne sait plus trop ce qu'on retrouve dedans et on ne sait pas si le foie gras, l'origine dedans est vraiment de qualité. La terrine, pareil, c'est toujours la même chose. On a l'impression que les industriels, je parle bien des industriels, parlent de terrine de foie gras pour nous mettre 1% peut-être d'un mauvais foie gras. Enfin voilà, est-ce que vous avez à ce sujet plus d'explications aussi, Florian Boucherie? Une terrine de foie gras, c'est ce qu'on appelle communément un foie gras mi-cuit. C'est pour moi le must. C'est le top du top. Le foie gras mi-cuit, c'est un foie gras qui a eu un traitement thermique qui est une pasteurisation. Donc il y a une DLC qui est beaucoup plus courte. Mais par contre, c'est là où le foie gras, pour moi, exprime le plus ses saveurs. Oui. Vous avez ensuite le foie gras entier. Qui est là donc avec un traitement thermique par stérilisation, qui est une conserve, qu'elle soit en boîte ou en bocal, peu importe. Vous avez la mousse, c'est une émulsion avec du foie gras. Donc effectivement, c'est un foie gras qui est, comme le disait Monsieur Adam tout à l'heure, c'est dans une catégorie qu'on appelle 2. C'est une deuxième catégorie de foie gras parce qu'il est un peu. Alors c'est pas qu'il soit mauvais, attention. C'est pas forcément un mauvais élevage. Oui. Non. Et c'est simplement pas à toutes vos exigences, quoi. Exactement. Voilà. C'est parce qu'un foie qui est, on a enlevé une petite partie parce qu'il y avait une tache sur le foie, parce qu'il y avait une. Mais ça reste des produits. Attention, un produit qu'on admettrait nous pas comestible, il est écarté, il est à la poubelle. Il y a pas, on ne joue pas avec la santé des gens et de nos clients. C'est juste que, suivant les critères qu'on établit dans nos exploitations, on dirige les foie gras vers telle ou telle préparation. Et ensuite, vous parliez des pâtés. Les pâtés, ce qu'on appelle le pâté de foie, vous avez une chair de porc qui tapisse le tour de la boîte, et au milieu, vous avez un morceau de foie gras entier. Et là, c'est pareil, c'est assez agréable à manger. Adrien Adam, pardon, vous commencez donc à nous expliquer votre expérience sur place et comment vous avez vu justement ce tri en fonction de la qualité des foies.
Oui, alors déjà, j'ai vu qu'il y a énormément de main-d'œuvre. C'est vraiment là où on voit qu'il y a un vrai savoir-faire qui est transmis, que c'est une vraie tradition. Et derrière le déveinage, tout ça, il y a aussi les préparations qu'on peut en faire. Et c'est ça, faut pas l'oublier, mais c'est ça qui a fait notre renommée au niveau international. C'est les préparations qu'on a su en faire, qui ont fait que depuis 2 siècles, c'est la France qui est devenue la référence en termes de foie gras, alors qu'originellement, c'est pas nous qui détenions le savoir-faire. Il a été importé il y a très longtemps. Alors, c'était qui originairement? Parce que on parlait de l'Égypte tout à l'heure. Oui, mais... c'est ça. Ouais. Non, les Égyptiens. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi. Ça remonte à quelques. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi les Juifs qui produisent du foie gras en Israël. Je crois que le 2e producteur, c'est la Hongrie. Donc il y a eu tout un voyage qui s'est fait par les histoires de la civilisation humaine, dont certains témoignages se font dans les tombes, où on peut voir des hiéroglyphes. Donc c'est assez passionnant de voir que ce produit aujourd'hui est catégorisé comme industriel, alors qu'en fait il remonte à si loin. Oui. C'est assez incroyable. Et aujourd'hui, on en fait un produit. C'est un savoir-faire. Mais c'est ça. Et les restaurateurs dans la gastronomie, ça fait des siècles qu'en fait ils l'utilisent pour en faire des plats exceptionnels. Et c'est comme ça en fait que la France a vraiment réussi à se démarquer des autres. C'est pas sur l'élevage. Je remets pas attention en cause la qualité des éleveurs, mais c'est vraiment après, c'est derrière ce qui a fait la grande renommée, c'est la manière de préparer, que justement on avait des éleveurs de qualité derrière, le savoir-faire avec les restaurateurs pour les préparer, pour les sublimer, qui ont fait qu'on a su faire briller ce produit à l'international et devenir la référence. Et en fait, ce qui est terrible quand on vous entend, c'est qu'évidemment on ne peut qu'abonder. Seulement aujourd'hui, cette excellence est mise à mal, est en danger, comme toutes nos filières excellentes. Et ce qui est triste, c'est de voir à l'étranger, alors il n'y a pas que la France qui brille au niveau gastronomique, il y a à Londres des excellents restaurants, et on voit de plus en plus de chefs à Londres qui veulent interdire le foie gras par la pression qu'exercent en permanence les animalistes, les militants de la cause animale. Et c'est triste parce qu'en fait, pour moi, ces chefs restaurateurs pour moi, je suis désolé, ça va peut-être être un peu fort, mais je trouve qu'ils vont pas au bout de leurs principes et de leurs valeurs. Parce que si vraiment ils avaient une culture au niveau de la gastronomie qui était complète, ils comprendraient l'importance de ce produit et de le défendre jusqu'au bout. Parce que s'ils commencent à partir à dire oui, voilà ça, il y a un problème de souffrance animale, etc. Mais comme on disait au début de l'émission, on finit par tout interdire parce que de toute manière, l'exigence des animalistes est inatteignable, si ce n'est que de répondre à tout et d'abolir absolument tous les produits animaux. Donc, et puis alors, allons jusqu'au bout de leur cohérence, 2 minutes. Si c'est pour manger du soja, je rappelle qu'il y a des comment ça s'appelle, des hectares et des hectares de forêts en Amérique latine qui sont abattus pour faire pousser du soja. En fait, donc, bon, voyons jusqu'au bout de la cohérence aussi de leur écologisme, soi-disant écologisme. Alors, je voudrais quand même, puisqu'on parle de la qualité et du fait que ce soit peut-être de plus en plus dur aussi de faire valoir cette excellence française, Florian Boucherie, vous qui travaillez sur ce produit depuis plusieurs générations, est-ce que vous le ressentez vraiment, vous, ou malgré tout, il y a encore une vraie demande et une vraie reconnaissance? Alors, 2 petites secondes. Avant, je vais rebondir sur ce que disait M. Adam par rapport aux chefs. Et effectivement, il a raison. Les chefs nous poussent à nous surpasser aussi. Un exemple, un grand chef nous a quitté l'année dernière, c'est M. Daguin, André Daguin, qui a été l'inventeur du magret. Le magret, en fait, autrefois, c'était un confit qu'on mangeait... que dans toutes les fermes on mangeait, mais qui n'a pas vraiment de valeur. Le confit, c'était la cuisse, et le magret était une pièce de viande dont on ne savait presque que faire. Et c'est André Daguin qui a inventé le magret et qui l'a exporté aux États-Unis. C'est comme ça que la culture du magret de canard et d'oie a explosé et en est devenue ce qu'elle en est aujourd'hui. Pour revenir à votre question, écoutez, moi j'ai 40 ans, je vois qu'on a la chance de se déplacer, de faire quelques marchés, d'avoir une clientèle sur notre exploitation, à la ferme auberge, sur notre boutique en ligne. En parlant avec quelques collègues aussi, on voit bien que la moyenne d'âge de notre clientèle, elle est plutôt tendance à se rajeunir, parce que mais notre génération, je pense qu'à part du principe, ils vont peut-être mieux en manger moins, mais mieux. Du vrai. Oui. Tout à fait. Et je pense que ça se vérifie un peu dans toutes les productions agricoles qu'on a la chance de faire en France.
N'oublions pas qu'en France, on a quand même le modèle agricole le plus sécure au monde. Oui. Et peut-être que des fois, certains qui tirent à boulet rouge n'oublient pas de savoir sur qui ils tirent. Mais évidemment. Non, mais ça revient au paradoxe qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à force de tirer sur vous, c'est-à-dire élevage extensif, qui justement respectait vos animaux et tout, finalement, ils vont ne laisser exister que l'élevage intensif en France ou encore pire ailleurs, parce que alors autant vous dire qu'aller voir ce qui se passe aux Pays-Bas, il y aurait du boulot pour le coup. Alors justement, je pense que c'est aussi important de rappeler que le modèle agricole, il doit quand même évoluer avec son temps et que en fait dire on est contre l'élevage industriel, le modèle industriel, ça veut pas dire être contre toute évolution. Et sur l'histoire du foie gras, il y a quelque chose qui est aussi intéressant, c'est qu'à la base, le berceau de la production du foie gras en France, c'est l'Alsace. Et pourquoi le Sud-Ouest ensuite surpassé et à tout prix, en fait, c'est parce qu'ils ont su s'adapter aux exigences modernes, c'est-à-dire en préservant la qualité, mais en sachant s'adapter aux exigences de productivité. Et souvent, on oppose les deux, c'est-à-dire qu'on dit, modèle industriel égale productivisme agricole égale pas bonne qualité. Mais alors, dans ces cas-là, il faudrait qu'on applique ce raisonnement à tout et qu'on dise, puisque c'est mal de vivre avec le productivisme, vivons tous tout nus dans la forêt. Enfin, je veux dire... C'est-à-dire qu'il faut, malgré tout, qu'on soit contre les excès du modèle industriel, il ne faut pas être contre toute évolution qui permet une meilleure production, un meilleur revenu pour les agriculteurs, et donc de maintenir une compétitivité qui limite les importations, qui sont de plus en plus nombreuses, en plus pour la France, et qui est très délétère au modèle agricole français, à cause justement des écologistes, qui passent leur temps à taper sur les agriculteurs, sur les éleveurs, alors qu'on a, comme disait Florian, un modèle vraiment au niveau international qui rayonne, parce qu'on a une capacité de production qui est bonne, on sait s'adapter aux exigences modernes, et en même temps, on a une exigence de qualité qu'on retrouve très peu ailleurs. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, peut-être... Allez-y. Pardon. Et puis, de toute façon, moi, je pense qu'il ne faut surtout pas opposer les modèles. Dans mon cas, exploitation agricole familiale, on n'est absolument pas capable de répondre à un appel d'offres de foie gras d'une GMS. Donc, il faut bien qu'il y ait des structures qui réunissent plusieurs éleveurs pour qu'il y ait un abattoir, n'oublions pas, quelle que soit la taille de l'entreprise qui travaille le foie gras, qu'elle soit exploitation agricole ou coopérative, n'oublions pas que toutes les phases dont on a expliqué tout à l'heure, triage, déveinage, assaisonnement, etc., tout se fait manuellement. Pour le foie gras, je parle, attention, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer les modèles. Le fait d'être en coopérative permet d'avoir des économies d'échelle qui permettent de baisser les prix que nous, on n'est pas capable de faire. Il faut être honnête aussi. Oui, après, on parlait d'évolution. Il y a aussi une autre évolution. C'est peut-être aussi celle qu'a commencé à développer Florian Boucherie. C'est celle du circuit court, d'être complètement autonome, d'avoir ses propres graines, sa propre alimentation pour ses oies, enfin pour ses volailles en général et ses canards. Et puis, et derrière, cette auberge sur place. Donc en fait, finalement, tout est rien n'est perdu, si vous voulez. Alors que ça, c'est peut-être aussi un modèle qui se redéveloppe, qui revient aujourd'hui et qui permet aussi, pour vous, de ne pas avoir trop de pertes, Florian Boucherie, et puis en plus de faire mieux connaître ce métier qui est magnifique. Alors, une chose, puisqu'on arrive à la fin de cette table ronde, quand même, on parle de foie gras depuis tout à l'heure, je voudrais vous demander à l'un et à l'autre, quelle est votre dégustation de foie gras préférée, sous quelle forme ? À chacun. Alors, moi, j'en ai une qui était incroyable et que justement, j'ai dégusté quand j'étais dans le Sud-Ouest à la ferme Pérez. C'était le magret de canard séché fourré au foie gras. C'était incroyable. Ah oui. Je dis à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent. Magret de canard séché fourré au foie gras. Donc ça se prend comme ça se déguste comment? C'est à l'apéritif, je veux dire, l'apéritif. En toute modestie, avec un petit verre. Oui. C'était incroyable. Je dis à tous nos auditeurs, goûtez ça au moins une fois dans votre vie, vous ne serez pas déçus. Et vous, Florian Boucherie ? Oh non, moi c'est indéniablement une terrine de foie gras d'oie mi-cuit, avec un petit Montbazillac. Avec le Montbazillac, donc vous êtes sur le sucré salé un peu. On est très corporatif. Les vignerons avec les producteurs de foie gras, on est très
très main dans la main. Et votre foie gras, est-ce qu'il est vraiment naturel, un peu rehaussé par du poivre seulement, ou alors vous vous amusez aussi? Alors évidemment, il y a l'armagnac, le cognac, on avait déjà un débat ici avant même que vous n'arriviez sur cette question dans le foie gras, ou les figues, enfin, comment vous le voyez, le foie gras? Alors nous on le fait uniquement nature, salé, poivré, un peu de sel, un peu de poivre, et le foie gras juste cuit dans sa terrine au bain-marie. Et pour la dégustation, vous jouez un peu sur les autres saveurs, les fruits? Alors en accompagnement, on peut proposer, nous ce qu'on propose à la ferme auberge, c'est ou une confiture de figues ou une compotée d'oignons. Après c'est au choix de chacun. Adrien Adam, vous aimez bien mélanger un peu avec peut-être des fruits ou avec... Le pain d'épices, je trouve que c'est excellent. Alors, il y a aussi un mélange qu'on fait pas, enfin, qui est peut-être pas très populaire, mais que j'aime beaucoup, c'est le mélange terre et mer. Mettre une petite tranche de saumon. Moi, je trouve ça assez bon avec, voilà. Puis, il y a toujours les petites confitures. Alors, saumon, foie gras. Ah oui, ça se fait. Non, sur le même morceau de pain, je veux dire. Je sais pas si c'est ce qui est recommandé pour l'usage, mais moi je serais capable. Florian Boucherie, est-ce que vous voulez bien valider la proposition d'Adrien Adam? Est-ce que j'ai droit à un joker? Ah oui, mais en même temps, il est éleveur quand même, il travaille là-dedans tous les jours. Alors c'est sûr que mélanger avec un poisson. Non, mais il faut qu'on prenne rendez-vous, on ira goûter ensemble, on verra. Oui. Let's go. Bon, prenez rendez-vous, en tout cas, ça c'est sûr. Je suis sûr qu'il y aura une très bonne entente et de bons repas en perspective. Merci beaucoup à vous deux, en tout cas, Adrien Adam. Je rappelle le nom de votre chaîne YouTube, Pas Vegan. Voilà, les choses sont claires, Pas Vegan, 157 000 abonnés sur YouTube, et vous promouvez la liberté de manger et de vivre en bonne santé. Voilà. Eh bien, on a parlé de bonne santé et de bonne nourriture pendant cette table ronde, et merci beaucoup Florian Boucherie, éleveur de canards et d'oies, producteur de foie gras à la ferme de la Garrigue Aude, près de Sarlat, dans le Périgord noir. Merci à vous deux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.